Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir à tous. L'humanité entière est aujourd'hui au centre de toutes les inquiétudes face au Covid-19, une maladie qui défie le monde en ce qu'elle n'épargne aucun continent. Un virus qui circule, qui continue son expédition meurtrière sans ménagement. Dirigeants du monde, scientifiques, grandes puissances économiques, tous multiplient les initiatives pour venir à bout de cette funeste maladie comme on n'en a jamais connu. Pour réduire le niveau de propagation de la maladie au Congo, le président de la République a décidé d'observer un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, la régulation des ventes sur les marchés d'Oumanio, le couvre-feu, la liste n'étant pas exhaustive. Ce soir, nous allons donc parler du coronavirus au Congo et de ses effets induits, de la régulation des ventes sur les marchés d'Oumanio, mais aussi et surtout de la prise en charge des malades testés positifs. Je reçois donc à cet effet le professeur Alexis Elira Dokekias, président de la commission prise en charge des malades du Covid-19 et membre du comité des experts. Professeur, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci. Avec vous sur ce plateau, messieurs Guy Marius Okana, maire par intérim de la ville de Brazzaville, avec qui nous débattrons donc de la gestion liée à la régulation des ventes sur les marchés qui pose véritablement problème et qui pourrait, si l'on y prend garde, être le véritable terreau de la contamination. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous proposer la situation épidémiologique au 7 avril 2020 dans une déclaration de la Coordination nationale du riposte. Déclaration du ministère en charge de la Santé sur la situation épidémiologique de Covid-19 au Congo au 7 avril 2020. Du 14 mars au 6 avril 2020, au total, 1145 personnes ont appelé les services de santé pour des requêtes en lien avec le Covid-19. Du 5 au 6 avril 2020, 104 personnes ont été testées pour le Covid-19 au laboratoire national de santé publique, dont 11 positives. Dans la période du 14 mars au 7 avril 2020, sur 640 tests Covid-19 réalisés, le Congo a enregistré 60 cas positifs de Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, 3 personnes ont été guéries de Covid-19. Le nombre de personnes guéries se lève à ce jour à 5 personnes. Aucun décès n'a été enregistré au cours des dernières 48 heures et le nombre de décès reste à 5. Dans les autres départements, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré à ce jour. Au total, 38 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux publics et sont dans un état relativement stable. Les 11 nouveaux cas enregistrés sont en cours de transfert vers les centres de prise en charge. Ces statistiques montrent que l'épidémie est en cours d'accélération dans notre pays. Le ministère en charge de la Santé appelle à l'ensemble de la population au respect strict des mesures de barrières sanitaires édictées et à l'observation du confinement à domicile. 106 personnes venant de voyage et mises en quarantaine dans les sites du gouvernement sont sorties de la quarantaine. Nous avons actuellement 251 personnes en quarantaine. Prière d'appeler le 34-34 en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 pour conseils et orientation. Professeur Elira, quand je dis que les dirigeants du monde, les scientifiques, les grandes puissances économiques, les habitants de la planète Terre, tous sont
tout autant ébranlés par cette maladie. Quelle est l'analyse du scientifique que vous êtes? Merci, monsieur le journaliste. Donc, l'épidémie que nous connaissons est une épidémie importante parce que nous sommes face à un virus qui est très virulent, qui se propage facilement et la propagation est responsable d'une maladie qui est très mortelle, malheureusement. Et comme vous le savez, par rapport aux données des études qui sont réalisées et à notre petite modèle d'expérience, il est relevé qu'il y a certaines populations cibles qui, si elles sont en contact avec ce virus, malheureusement l'évolution peut être très rapidement dramatique. Et que le Congo est un pays à ressources limitées, nous adaptons nos moyens au maximum pour essayer de faire de telle sorte que nous essayons de privilégier dans la démarche du traitement la prévention. Et que si la barrière prévention est rompue, la deuxième barrière qui est celle de la prise en charge s'organise de façon en escalade et que nous pensons que progressivement nous pourrons vous donner des résultats en rapport avec éventuellement le nombre de cas comme cela a été cité par le coordonnateur technique. Et nous nous organisons sur toute la République pour que nos structures de soins soient en mesure, 1, d'identifier tout cas suspect. Vous savez, le cas suspect est aléatoire dans la mesure où cette maladie, elle se manifeste souvent de façon asymptomatique ou paucisymptomatique, ça signifie qu'il y a peu de symptômes. Et que dès lors qu'il y a des symptômes, ça veut dire que la maladie a progressé. Nous y reviendrons. Je vous en prie. Monsieur le maire, quelle est votre réaction là-dessus? Merci, monsieur Niafuna Mbungo, sur ce plateau. Je suis en face du professeur Elira Dokekias pour parler de la pandémie du coronavirus. Et au plan scientifique, vous avez entendu les contours de la maladie et nous parlons de la prévoyance et de la prévention. Et parce que gouverner, c'est aussi prévoir et on peut comprendre que le gouvernement congolais et son plus haut dirigeant, le président de la République, ont pris des mesures qui s'imposent pour que finalement les populations du Congo soient sensibilisées et mises à l'abri du danger. Et c'est pour cela que plusieurs textes ont été pris, décrets, arrêtés, pour essayer de limiter les dégâts dans notre pays. Et vu que tout le monde est convaincu et est conscient que notre système sanitaire, comme dans tous les pays d'Afrique, n'a pas les leviers nécessaires pour barrer, n'est-ce pas, la maladie en termes de soins, comme on l'entend. Et donc, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que nous puissions intensifier nos mesures pour que les populations du Congo en général et celles de Brazzaville en particulier se mettent en conscience que la maladie est réelle. Il faudrait éviter de blaguer avec les mesures qui sont prises. Professeur Elira, vous êtes le président de la commission prise en charge des malades. Dites-nous comment se fait la prise en charge des malades, justement. Vous savez que nous sommes face à une pandémie qui est neuve, dont le premier levier de cette prise en charge, c'est l'information et la formation. Parce que face à une maladie qui est nouvelle, il faut s'informer. Il faut donc former le personnel sur différents maillons, de telle sorte que les personnels de santé sont en alerte pour être capables d'abord de dépister. Et que lorsque le dépistage est fait, évidemment, peut s'organiser la prise en charge. Donc ça veut dire que la commission prise en charge est tributaire de la surveillance épidémiologique qui cherche à identifier les cas contacts au cours. Et lorsque la surveillance épidémiologique a fait ce travail, nous aurons donc la commission qui est surveillance sentinelle, qui est chargée de laboratoire et de recherche, qui doit déployer les moyens nécessaires à faire les prélèvements
pour amener donc au diagnostic. Et que c'est lui, si le diagnostic est fait, que rentre la prise en charge. Cette prise en charge, elle peut écourter les 2 commissions que j'ai citées par le fait que nos formations sanitaires reçoivent des cas alertes, des cas suspects et des cas très suspects. Et que parfois, ce sont nos formations sanitaires qui en recevant des cas alertes, nous remontons la chaîne que je vous ai décrite, donc la surveillance épidémiologique, puis la prise en charge, et puis de la surveillance sentinelle pour le diagnostic. Où sont gardés les malades testés positifs? Bon, les malades en alerte ou positifs sont pris en charge dans les structures de santé. Pour Brazzaville, vous savez qu'il a été aménagé donc un site au CHU. Nous avons le 2e site actuellement fonctionnel à Brazzaville, c'est le site de la clinique Léono. Et ce que je appelle pour Brazzaville, les cas alertes sont pris en compte dans nos hôpitaux. Je prends un exemple pour que la population comprenne. Un cas alerte, c'est un cas qui correspond aux symptômes du Covid-19, mais qui n'a pas encore été notifié positif. Nous, en prise en charge, on ne doit pas attendre la positivité du résultat. Déjà en alerte, nous prenons les mesures nécessaires à nos schémas thérapeutiques de prise en charge des cas alertes. Donc, ce qui suppose que dans nos formations sanitaires, nous avons et des cas positifs et des cas alertes. À Pointe-Noire, nous avons l'hôpital général à Cissé, où nous avons aménagé très rapidement, grâce à l'appui du gouvernement, une structure qui a près de 30 lits d'hébergement, qui assure actuellement la prise en charge des cas au niveau de Pointe-Noire. Et puis, en extension, à Brazzaville, nous avons donc l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Filou, qui est en cours d'aménagement, ça va aller très vite, qui a une capacité de près d'une centaine de lits. Et puis nous avons donc l'ancien site qui était réservé au cas de cantonnement de quarantaine, qui est représenté par l'hôtel La Concorde, qui va être transformé en hôtel-hôpital, où nous avons une capacité de près de 200 lits. Et puis au niveau de Pointe-Noire, nous avons le centre de santé Mouissou-Madeleine dans l'arrondissement de Tétié, où les travaux sont en cours de finition, où nous aurons également une capacité de près de 80 à 100 lits. Donc nous ne mettons pas ces lits pour exhiber. Nous mettons parce qu'il faudrait que nous soyons prévoyants pour qu'en tenant compte des indices que nous avons, que nous ne puissions pas paniquer au dernier moment pour savoir là où il faut donc prendre en charge les patients. Toutefois, les cas alertes sont dans toutes les structures sanitaires. Professeur, vous êtes sans ignorer que la prise en charge des malades pose problème, ça crée une espèce de levée de bouclier. Il y a des malades qui, du fond de ce qu'ils appellent salle de confinement, ont déjà saisi les tribunaux pour mise en danger de leur vie par les services chargés de gérer les centres d'isolement du Covid-19 au CHU de Brazzaville. Quelle est la réponse du responsable de la prise en charge que vous êtes? Nous assumons les critiques. Parce qu'en science, il n'y a pas de critique, on ne peut pas progresser. Cependant, je crois que parmi la catégorie des gens dont vous citez, il y a certains qui sont sortis guéris de ces mêmes centres de prise en charge, qui, en raison de la modicité, semble-t-il, de nos possibilités, ils ont été pris en charge correctement par rapport aux standards scientifiques et sont sortis guéris. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas avec un optimisme exagéré. Le peu de patients que nous avons dans nos centres de prise en charge sont en train de sortir. Hier, on a sorti 3, aujourd'hui, on a sorti 2, et au fur et à mesure, on va continuer à sortir. Donc les critiques, ça, on les a. Vous savez, hein, nous avons tellement beaucoup de donneurs de leçons qui nous font des suggestions. Nous prenons les suggestions en compte. Nous sommes des scientifiques, on lit beaucoup, je peux vous dire, monsieur le journaliste. Moi, par jour, je peux parcourir près de 20 extraits sur PubMed que je tire des données de Chine, de France et de partout, où on nous fait le point sur comment ils font et nous nous adaptons par rapport à nos conditions. Et je suis sûr que nos protocoles thérapeutiques sont identiques. Sauf le problème chez nous, c'est le problème de l'information que nous devons donner à la population. Lorsque quelqu'un vient en détresse respiratoire tardif, même en France ou ailleurs, vous connaissez le nom de mort. À raison de plus chez nous. C'est la raison pour laquelle le problème pour nous, c'est la précocité du diagnostic. Nous jouons sur la précocité du diagnostic pour que nos patients évoluent bien. Je ne veux pas vous donner des confidences qui sont hasardeuses. Un patient qui vient, il a son argent. S'il pense que les structures publiques ne répondent pas,
S'il va en structure privée, les structures privées contribuent aussi à l'art de guérir. Nous avons travaillé depuis avant-hier avec les structures privées pour les informer comment il faut prendre en charge. Je peux citer à ce stade que les structures publiques ont connu très peu de cas de mortalité. S'ils ont connu la mortalité, c'est que les gens sont arrivés vraiment à un stade tardif. Donc, ce n'est pas pour me justifier. Les critiques, nous les prenons. Ça nous permet de nous améliorer. On apprend par nos erreurs. Mais sur l'être humain, on ne traîne pas. Et je crois que nous mettons en jeu les meilleures mesures possibles pour que nos compatriotes on puisse limiter au maximum la mortalité. Des informations en notre possession font état de ce qu'il y aurait des malades isolés au sein de la clinique Léono qui ont fini une semaine après par quitter les lieux pour non-assistance. Vrai ou faux? Bon, vous savez, la prise en charge de ces patients, comme vous voyez, elle n'est pas que liée médicamenteuse. L'environnement psychologique est important. Nous avons au sein de nos équipes des psychologues. Parce qu'imaginez-vous, on doit comprendre un patient quand il est atteint d'une maladie qu'on présente comme potentiellement mortelle. Lorsqu'il doit être pris en charge, il y a la détresse. Nous faisons des efforts avec nos psychologues pour accompagner de façon sereine tous ceux qui sont menacés par cette maladie ou ceux qui sont touchés par cette maladie. Et nous avons des structures qu'on entend améliorer le confort. Si vous étiez habitué dans des conditions de confort extraordinaires, si nous proposons nos chambres pour lesquelles nous connaissons le contour qu'il y a, pour lesquelles nous essayons d'aménager comme on peut, nous, on ne peut pas menotter un patient pour lui dire que monsieur, on vous colle dans un lit. Mais je peux vous rassurer que tous ceux qui sont venus, qui ont fait demi-tour de moins de 24 heures, ils sont pris en charge. Donc quand on les accompagne, même s'ils sont repartis chez eux, on les accompagne. À un moment donné, ils finissent par comprendre qu'on a raison et ils reviennent vers nous. Je peux vous le certifier parce qu'en termes de chiffres, actuellement, nous sommes en train de contrôler la situation. Et je peux vous dire qu'on est 24 heures sur 24 à l'éveil pour ce qui concerne la prise en charge territoriale au niveau des structures publiques, bientôt privées. Nous pouvons vous assurer qu'on est quand même aux normes. On a des faiblesses, on ne le retrouve pas. S'il manque un split qui est tombé en panne par là, un climatiseur qui est tombé en panne là, un ventilateur qui ne tient pas, les WC ont été bouchés parce qu'on a utilisé sur les WC chinois du papier hygiénique qu'on a bouché. On prend des dispositions pour faire qu'on assure les conditions les meilleures pour que les patients soient traités. Mais sur les standards thérapeutiques, ils sont identiques. Donc ceux qui sont en dehors du Congo nous envoient beaucoup de messages, nous envoient même des algorithmes, on analyse tout. Donc on ne peut pas fonder l'histoire. Et je crois que nous sommes sur la bonne marche malgré nos insuffisances. Dans la série de mesures arrêtées pour freiner la propagation de la maladie, il y a la régulation des ventes sur les marchés domaniaux. Là aussi, ça pose problème. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphiré Mboulou, a organisé une réunion avec les maires et administrateurs maires d'arrondissement de la ville de Brazzaville. Je vous propose de l'écouter et on revient après pour le débat. Le gouvernement a arrêté un certain nombre de jours où la population peut s'approvisionner. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, vous vous imaginez que ça fait 5 jours. Le gouvernement a fait de sorte que pendant 5 jours, la population peut s'approvisionner. Mais 5 jours aussi d'activité, c'est aussi difficile parce que le virus circule. Et donc, aujourd'hui, la population pense que c'est peut-être pas suffisant, mais nous disons que la population doit se dire qu'il y a une pandémie, il y a quelque chose qui nous guette et que nous devons, nous, en tout cas, faire de sorte que nous puissions l'arrêter net. L'arrêter, c'est rester chez soi. Ce n'est pas aller dans la rue, c'est pas parce qu'il vous manque, vous ne pouvez pas aller vous approvisionner que vous allez vous permettre à accepter la maladie. Personne n'accepte la mort. Si les gens pouvaient voir ce virus, je crois que tout le monde aurait fui et plongé même dans la mer ou dans le fleuve. Comme c'est un virus qui ne se fait pas voir, prenons des dispositions que le gouvernement a eu à arrêter. Il faudrait que les uns et les autres restent à la maison
il faudrait qu'on respecte les mesures barrières. Il faudrait qu'on se protège. Il faudrait qu'on adopte d'autres mesures de vie. Aller au marché, oui, c'est vrai, il faut s'approvisionner. Mais on peut aller même une fois. On a vu, il y a des périodes où c'était difficile. Mais les gens n'allaient pas s'approvisionner tous les jours. Monsieur le maire, vous qui avez la charge de la gestion des marchés de la ville de Brazzaville, vous vous sentez ainsi interpellé. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour que finalement la gestion de la vente sur les marchés soit véritablement régulée? Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur. Nous l'avions suivi tous. Mais je parlais des textes qui existent déjà. Le grand problème, il est un problème humain, un problème d'homme et un problème de conscience personnelle. Toutes les mesures qui sont prises, c'est pour que les populations de notre pays soient vraiment protégées et mises à l'abri du danger. Les marchés auxquels nous faisons allusion sont fréquentés par les Brazzavillois et les Congolais partout où le marché existe. L'autorisation a été donnée aux vendeurs des aliments de continuer à vendre. C'est pour que les populations ne manquent pas de quoi manger. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit aller au marché vaïque en désordre, en rang serré, de manière groupée, et les vendeurs et les acheteurs, et que personne n'observe les mesures de sécurité pour leur propre vie. C'est ce que le ministre veut dire et c'est ce que nous voulons mettre en œuvre, parce que l'arrêté 54-72 portant sur la régulation des marchés domaniaux est clair sur l'observation des conditions d'hygiène et la distanciation sociale entre personnes dans les marchés. Mais entre-temps, il est autorisé aux préfets du département, aux maires des communes, aux sous-préfets, aux administrateurs maires, d'appliquer strictement ces mesures-là et en même temps de procéder, le cas échéant, à prendre d'autres précautions s'il était admis que ce qui a été déjà annoncé plus haut n'est pas du tout respecté par la République. Justement, comment comptez-vous vous y prendre? C'est ce que je suis en train de dire, mais il fallait commencer par le début pour qu'on vous dise qu'au niveau de la ville de Brazzaville, après notre échange avec le ministre de l'Intérieur et le préfet, nous avons compris que 2 jours, mercredi, jeudi, puisque la semaine a 7 jours, pour qu'on se dise, oui, bon, on va là-bas pour essayer de désinfecter les marchés et avoir 5 jours de vente, c'en était trop. Parce qu'apparemment, c'était encore un laisser-aller. Et pour nous, nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, le lundi, le mercredi, le vendredi seront les seuls jours de vente dans nos marchés. Lundi, mercredi et vendredi. Et vendredi. Et le reste de ces jours, en tout cas, aucun marché ne sera ouvert. Maintenant, pour ces jours ouvrables, il sera observé une entrée et une sortie. Parce que nos marchés sont faits que de rues. Vous pouvez aller je prends l'exemple, on peut aller au marché Total. C'est les rues qui constituent le marché. Donc les entrées sont de partout. Et il serait difficile d'avoir le véritable contrôle si les gens peuvent rentrer de partout comme ils les entendent et on n'observera pas effectivement la mesure de distanciation. C'est pour cela que pour essayer de moduler les entrées. Et nous pensons que les marchés, les petits marchés qui ont toujours eu pignon sur rue, ne devraient plus aussi exister.
Je peux prendre l'exemple de l'avenue de l'OUA. Tout le temps, c'était devenu un marché. Et il faudrait que les gens aillent vendre dans le marché, mais strictement fait que ceux qui sont appelés à vendre les produits de consommation, appelés les aliments. Voilà ce que nous entendons pour la semaine prochaine et les jours à venir. Le Premier ministre Clément Mwamba est descendu sur le terrain, constater, faire ce qui est communément appelé le Saint Thomas. Il en est sorti avec un sentiment, en tout cas pas tout à fait gai, hein, monsieur le maire. Effectivement, le Premier ministre a fait ce constat et qui est fait par plusieurs observateurs que lorsque on appelle les populations au confinement, d'aucuns pensent que c'est une vue de l'esprit, la maladie c'est une invention pure des politiques. Alors que ceci se fait, c'est pour que chacun de nous se prémunisse de sa santé. Et qu'est-ce que l'on peut faire? Le constat, il est là. C'est pour cela qu'au niveau de la localité de Brazzaville, nous avions pensé qu'il faut revoir le nombre des jours de vente. Prenons l'exemple du dimanche passé. Quand tout a été durci, pas de marché, pas de ceci, vous avez compris que la ville a observé effectivement, avec l'appui de la force de l'ordre, le confinement. Et nous pensons qu'il faut aller vers là. Rares sont ceux-là qui comprennent tout. Mais le rôle des gouvernants, c'est aussi de procéder à insister, à informer au maximum, à former, comme disait le professeur, et qui a ici, et pour qu'on atteigne les objectifs. Mais faudrait-il employer la chicotte? Je crois que ce n'est pas ça. Mais vous suivez l'actualité dans certains pays, comme la France, on ne chicote pas, mais on procède par des amendes. Les amendes sont même fixées à ceux qui sortent. Et quand ils sont pris sous le coup de la non-observation des dispositions de prévention, ils sont appelés à payer des sommes d'argent. Quand est-ce que la mesure entre-t-elle en vigueur? J'ai dit à partir de la semaine prochaine, et parce que cette semaine, nous observons d'abord les anciennes mesures qui faisaient que mercredi et dimanche soient réservés à la désinfection des marchés et que les gens pouvaient vendre. Mais à partir de la semaine prochaine, le temps, parce que nous avons pensé qu'il fallait aller dans les marchés avec les administrateurs maires et les responsables ou les autorités policières de Brazzaville pour procéder à la protection finalement des marchés avec l'espèce de bandes, de bandeaux rouge-blanc qui sont souvent utilisés lors des chantiers, lors des accidents, pour ne laisser que des entrées utiles pour la vente et l'achat des biens de consommation. Merci beaucoup. Professeur Elira, finalement, les marchés sont des terrains propices à la propagation du virus, hein? Mais je crois qu'il n'y a pas que les marchés. Je crois que la réglementation doit s'étendre et devait même être plus dure que ça. Je crois que monsieur le maire pourra certainement solliciter via le ministère de la Santé l'avis du comité des experts. Parce que le comité des experts est mis aussi en place pour donner un point de vue consultatif sur ces problèmes. Si aujourd'hui, nous décidons de réguler les marchés, et si demain, dans une pick-up, il y a 10 personnes derrière ou 12 personnes, que ces personnes soient la force publique ou privée, est-ce qu'on aurait résolu le problème? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à observer. Je crois que le gouvernement a pris des mesures justes. Il s'agit pour les uns et les autres de les respecter. Nous n'allons pas gérer la santé à travers les réseaux sociaux. Nous sommes des cadres, des scientifiques. On est les mêmes que ceux qui sont ailleurs et à eux qui se donnent comme des donneurs de leçons. Nous acceptons. On a parfois étudié dans les mêmes écoles et parfois les compétences, les nôtres, existent, sont connues. Je crois que ce que monsieur le maire dit est tout à fait juste, parce que si les gens ne respectent pas le confinement, si je suis un cadre
je ne peux pas m'auto-confiner, je dois sortir tous les jours pour nuire ou pour faire propager, je crois que je ne suis pas responsable. Donc il y a d'abord la discipline, l'information. Il faut que dans les comités de quartier, que les gens s'emballent avec les parlophones pour essayer de donner les messages réels. De faire, je crois que Mme la ministre de la Santé a attiré l'attention de nous tous sur ça. Il est important que dans les comités des quartiers, comités d'arrondissement, dans les villages, que les chefs de district sanitaire travaillent avec la population. Parce que l'information est importante. Si aujourd'hui, la maman n'a pas compris qu'il faut observer des mesures barrières, si on dit qu'on va réguler les marchés, par exemple, 3 jours par semaine, si les gens n'ont pas compris l'information au départ, ils vont se ruer sur les jours d'ouverture. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de contenir. C'est la raison pour laquelle les mesures doivent partir, mais l'information doit passer. Et cette information de proximité est importante pour un succès. Merci beaucoup, professeur. Nous avons réalisé un micro-trottoir, justement, pour recueillir les avis des Brazzavillois. Voilà ce qu'ils en pensent. En tout cas, les avis sont partagés. Je vous propose de les écouter. C'est une situation internationale qui concerne le monde entier. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des mesures que le gouvernement est en train d'entreprendre. Je suis très réjoui, je félicite le gouvernement, mais je pourrais quand même dire que dans la mesure de la répartition, je ne vois pas trop clair. Parce que nous avons des populations qui sont dans les quartiers périphériques, où la décision arrive avec beaucoup de retard et encore dans les campagnes. Si aujourd'hui on nous a dit que non confinement, on sort dans la rue, c'est parce que le Congolais, si pour manger, il doit d'abord sortir. Il sort, il revient le soir avec un petit sachet, il a laissé toute une famille. Donc ce qu'il a trouvé, c'est ce qu'il viendra donner à la famille. Ces deux sociétés que nous avons privatisées pour que nous soyons mieux servis doivent s'activer. Ils doivent s'activer à donner l'eau et l'électricité 24 heures sur 24 à la population pour ne pas les pousser à aller dehors. Aujourd'hui, j'ai fait mes provisions de 2 semaines. La nourriture pourrie. Le congélateur, il n'y a plus des effets. Mais ce n'est pas un parodie similaire, c'est une maladie qui est vraie. Donc c'est à nous et nos autorités de faire en sorte que, pour l'électricité, de penser à ça. Professeur Elira, combien de malades sont guéris du Covid-19 ? À la suite de quel traitement? Si je pars du principe que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a ni traitement, ni vaccin, est-ce que le Congo est déjà à la chloroquine, comme le clame le professeur Raoult? Bon, je crois que nous avons une autorité désignée qui vous fait le point périodiquement sur le nombre de cas, le nombre de cas sortis, le nombre de cas guéris. Donc, je laisserai donc la primauté à ce collègue de le faire comme il le fait très bien. En ce qui concerne le traitement, vous savez qu'à ce jour, sauf omission de ma part, il n'y a pas de schéma standardisé validé par l'OMS. Vous savez que cette maladie, elle répond de 3 manières. D'abord, l'organisme lui-même, quand il est immunocompétent, il est capable d'évacuer le virus. Donc ça veut dire que la personne peut être infectée. Même s'il n'a rien reçu, le virus est parti. Immunocompétence, c'est la personne qui a toutes ses capacités immunitaires en place. Deuxième situation, ce sont des gens que nous aidons. Parce que les gens ont des petits symptômes. Bon, petits en médecine, c'est difficile à dire. Ont des symptômes, je vais dire, moindres. Donc la personne peut avoir eu un rhume, de la fièvre, il est fatigué, il fait des petites quintes de toux léger, ou il a mal à la gorge, ou peut faire une petite diarrhée, ou parfois perd le sens de l'odorat. Ces personnes sont mises sous des schémas thérapeutiques. Et ces schémas thérapeutiques comprennent des molécules qui font baisser la fièvre ou qui allègent les céphalées. Ça comprend un antibiotique qui essaie de protéger les poumons. Parce qu'en fait, ce virus, quand il arrive, il entraîne des lésions importantes au niveau des structures qu'on appelle les alvéoles dans les poumons. Professeur, est-ce que ces symptômes que vous citez là sont forcément liés au Covid-19, justement? J'arrive.
Pour dire que ces gens qui ont ces symptômes, on leur donne cet antibiotique en même temps, pour une durée de 5 à 10 jours. Et puis, il y aura des gens pour lesquels nous allons faire des choix thérapeutiques en tenant compte des données actuelles, où on peut utiliser l'hydroxychloroquine, où on associe l'hydroxychloroquine à un antiviral. Pourquoi? N'oubliez pas que c'est un virus. Donc ce virus, quand il pénètre dans la cellule humaine, il crée des dégâts. Nous, on essaie de jouer sur la réplication, donc sur la multiplication de ce virus, pour qu'il ne produise pas des virus filles. Parce que les virus filles, quand on quitte la cellule, ça va coloniser d'autres cellules. Et nous partons de ce principe. Ça veut dire que nos résultats seront publiés en fonction de ce que les autres donnent, pour voir si nos schémas sont valides. Toutefois, je voulais dire ceci, que tous les patients ne sont pas symptomatiques. En période de pandémie, je dis bien en période de pandémie, tout patient qui présente les symptômes que j'ai cités est suspect. Si je n'ai pas dit qu'on a peu le droit d'avoir une grippe due à d'autres virus, non. C'est à partir de là que nos centres de santé, nos infirmières sont formés pour identifier des signes d'alerte. Et que nous avons des collèges qui essaient de leur donner des éléments par téléphone, de telle sorte que, par télémédecine, pour savoir si ces symptômes sont compatibles. Actuellement, si quelqu'un vient, respire mal, il a fait la fièvre, il y avait un contact épidémiologique avec une personne qui était positive ou décédée positif, cette personne, évidemment, est suspecte. C'est ça les cas alertes pour lesquels je dis qu'ils sont dans nos formations sanitaires, de telle sorte que, même avant le résultat d'examen, nous prenons en charge ces cas. Parce que la faiblesse de nos moyens, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens pour rendre les résultats au tic-tac. Vous savez, les tests rapides de dépistage de cette maladie ne sont pas validés par l'OMS. Il y en a qui donnent des positifs qui sont vrais positifs. Il y en a qui donnent des négatifs qui sont des faux négatifs. Donc c'est pour ça que nous devons scientifiquement travailler. Mais les schémas, ils existent. Les médicaments sont gratuits. Je rappelle que l'État a mis des moyens. Les médicaments sont donnés gratuitement à ces patients qui sont pris en charge. C'est pour ça que nous avons sensibilisé les structures privées. Ils ont besoin de gagner ce qui est normal. Mais en matière d'épidémie, la réglementation fait que les soins devaient être gratuits. Si c'est l'État qui doit payer les compléments de prise en charge, qu'il s'agit des problèmes de restauration ou autres, l'État assumera. C'est pour ça que, Madame la ministre, on a une note de régulation, peut-être qu'elle est déjà signée, pour désigner les formations privées de la République qui vont concourir avec le secteur public dans cette riposte contre le Covid-19. L'étape finale de la maladie conduit à être placé sous respirateur pour des soins intensifs. Est-ce que le Congo est déjà doté des respirateurs? Au stade où nous parlons, nos structures de prise en charge d'Assisi, du CHU de Brazzaville dans le bâtiment 10 et au niveau de Léono, nous avons installé des respirateurs. C'est sûr qu'on n'a pas les accessoires qu'il faut. Vous savez, même ailleurs, à l'étranger, ils se battent. Ils n'ont même plus de barboteur, ils n'ont rien. Donc même les filtres, pour les trouver, actuellement, c'est difficile. Mais nous nous battons et nous avons des promesses de dons de nos partenaires des pays frères et amis pour renforcer nos capacités. La détresse respiratoire, c'est quelque chose pas qui nous fait trembler. C'est pour ça que l'organisation de la prise en charge chez nous est multidisciplinaire. Donc nous avons des internistes, pas des internes, mais internistes, des spécialistes en médecine interne, parmi lesquels il y a des diabétologues, il y a des cardiologues, des pneumologues. Pourquoi? Parce que le Covid peut venir tomber sur un terrain d'une maladie préalable. Il faut bien que cette maladie soit stabilisée pour que le patient soit correctement pris en charge. Donc ce n'est pas le preneur de l'IRA qui est spécialiste du sang. Moi j'ai des patients atteints de leucémie, de drépanocytaire, des cancers du sang. Comment faire de telle sorte que le patient qui est atteint de cette maladie puisse être stabilisé sur sa maladie basale pour lesquelles il prend des traitements qui dépriment l'immunité en adaptant aux médicaments qui sont liés dans le cadre du Covid. Donc, ce n'est pas si facile. C'est la raison pour laquelle, s'il y a des compatriotes qui ont ces facteurs de risque préalables, surcharge de poids, diabète, traitement immunosuppresseur, drépanocytose et autres, ce sont des patients pour lesquels nous avons des algorithmes d'attention particulière. Toutefois, quand un patient a besoin d'oxygène, nos structures dont j'ai cité sont capables de leur administrer l'oxygène. Lorsqu'il a besoin d'être intubé, qu'on lui mette un tuyau dans la trachée, qu'on puisse le ventiler,
Nous avons des respirateurs qui sont prépositionnés et nous avons des équipes d'anesthésistes qui ont été formées pour qu'on prenne en charge. Il n'est pas dit que nous sommes parfaits, parce que c'est ça les critiques que nous subissons. Personne ne peut dire qu'il est parfait. On a nos insuffisances, on ne peut pas le renier, mais nous faisons le maximum. Où se font les dépistages? À Brazzaville et à Pointe-Noire. On a eu des petites faiblesses au départ à Pointe-Noire. Mais actuellement, il y a une équipe de 7 personnes qui est partie à Pointe-Noire, qui a commencé à travailler depuis hier. Parce qu'au préalable, Pointe-Noire ne faisait que les prélèvements et on transmettait à Brazzaville. Depuis aujourd'hui, Pointe-Noire fait déjà le diagnostic sur place. Tous les prélèvements au niveau de la zone nord sont confinés à l'hôpital général Édude Lissi Bongo Ondimba. On a mis à notre disposition des véhicules qui font le transit pour aller prendre des prélèvements, confirmer et accélérer la prise en charge. C'est ça notre hantise, monsieur. Notre problème à nous, c'est assurer la prise en charge rapide. On ne doit pas attendre que les patients soient symptomatiques. Donc, si un compatriote a des symptômes que nous citons et que le symptôme est dans une situation, le compatriote est dans une situation où il pense éventuellement avoir ces symptômes, qu'il ne puisse pas garder. Parce que s'il garde, quand il vient tard, quand la respiration est altérée, je vous assure, quels que soient les pays du monde, le patient, malheureusement, va terminer par une issue qui est fatale. Mais nous ne sommes pas là pour détruire la vie des gens. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Et je peux vous dire, monsieur le journaliste, moi, j'ai des confrères à l'extérieur. Je ne lis pas les réseaux sociaux, je ne suis pas abonné. Hein? Donc, mon nom n'y est pas. Mais je reçois par intermédiaire de tout ce qu'on dit. C'est parfois macabre. Est-ce qu'une personne peut aller filmer le corps d'un défunt? Est-ce que ça fait partie de nos traditions? Non. Est-ce qu'une personne qui est, par exemple, hébergée peut aller dire non, je suis maltraité, il faut aller prendre un avocat? Nous nous défendrons parce que nous sommes l'État, parce que nous mettons en jeu, en moyens, nous mettons sur place les moyens les plus maximales à notre disposition pour pouvoir prendre en charge des patients. Il faudra qu'on démontre que ces moyens ne sont pas mis en place. Et que je pense qu'on ne peut pas comparer d'un pays à un autre. Aller dans d'autres pays africains, je ne suis pas sûr que nous sommes les derniers. Professeur, comment se fait la prise en charge des décédés du Covid-19? Là aussi, au départ, il y avait flottement, vous avez su. On a suivi ça. Véritable débandade. Un flottement de 24 heures, monsieur. Un flottement de 24 heures. Malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Tout simplement parce que nos services ont travaillé en collaboration avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'avait pas encore le dispositif qu'il faut. Parce qu'il faudra que les gens sachent qu'en cas d'épidémie, le décès doit être inhumé, le défunt doit être inhumé automatiquement. Ça suppose qu'avec la collaboration de la mairie, le ministère en charge de la santé et la task force donnent des moyens pour qu'on ait des pré-cercueils qui existent. Puisque nous enterrons, nous n'incinerons pas au Congo. Et à partir de là, si ces éléments sont disponibles, les services d'hygiène et les services de la Croix-Rouge ont été formés. Comment ils doivent procéder à l'enlèvement du défunt. Mais vous comprenez que quand quelqu'un est décédé chez nous, c'est la peine. Nous avons nos traditions à nous, la tradition des pleurs, la tradition de l'émotion. Il est aussi important que les compatriotes comprennent que face à une épidémie, il y a des mesures à prendre. Ce sont des mesures d'hygiène rigoureuses pour éviter la propagation de la maladie. C'est la raison pour laquelle vous comprenez que quand il y a eu un corps, quand on a fait près de 2 heures, le temps de préparer le corps, l'amener, évidemment, nous subissons les critiques. On doit les subir, mais c'est pour ça qu'il n'y en a plus, parce qu'on s'est amélioré. Vous subissez les mêmes critiques au niveau de la morgue de Brazzaville. Ça pose problème. Monsieur Miafouda Bongo, vous pensez que vous conviendrez avec moi que tout ceci est une question d'éducation, c'est-à-dire de préparation des populations à accepter que face à la mort, il faut éviter d'être dans... On perd de la raison, hein, parce que souvent c'est l'émotion, hein, on est dans les émotions et bon, on se jette à terre, on ne sait plus quoi faire parce qu'on a perdu un être cher. Mais à la vérité, nous battons pour qui? Nous nous battons pour les vivants. On se bat pour ceux qui sont encore en vie. Il faut les prévenir, il faut les préserver de la fatalité. Mais ce qui est curieux, c'est que généralement, c'est même les vivants qui pensent que c'est le mort qui est parti qu'il fallait sauver en priorité. C'est les critiques que nous voyons. Or, quand quelqu'un est mort, je prends souvent l'exemple
quand quelqu'un est décédé à l'extérieur, mais je n'ai jamais vu les parents dire que notre parent qui est décédé était chef de l'État, était ministre, était ceci. Il faut lui trouver des sièges dans un avion. Mais tous conviennent que ce corps-là devienne un colis, donc un bagage, hein, où l'on met en soute. Et donc, on ne devrait pas pour autant avoir à s'agiter outre mesure que, bon, notre parent est décédé, on ne prend pas ça au sérieux, comme si on avait encore quelque chose de particulier à tirer sur un décès. La morgue, puisque la question c'est la morgue de Brazzaville, nous avons pris 2 circulaires pour essayer de réguler les prestations au niveau de la morgue de Brazzaville. Premièrement, c'était faire en sorte que ceux qui viennent ne soient plus nombreux. Quand bien même l'État nous disait, le gouvernement nous avait dit, pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Nous avons dit, dans une morgue, si nous acceptons 50 personnes ou 40 personnes par famille, imaginez, multiplié par 10 corps le jour, si on pouvait enterrer 10 corps, on serait déjà à combien? À 400 personnes. Nous avons dit, au minimum, on peut accepter 10 personnes. Mais malgré qu'on a dit 10 personnes, les gens ils viennent à la morgue, ils font rentrer 10 personnes. Le reste est aux alentours de la morgue, c'est-à-dire les quartiers qui sont proches de la morgue devenaient des lieux de veillée. Et c'est plus de 100 personnes qui se mettent à pleurer dans une rue. Nous avons pensé qu'il fallait corser ces mesures-là pour que désormais le nombre de ceux qui visitent la mairie et plus précisément les ponts funèbres pour ces cas de décès soit de plus en plus aménusé ou réduit. Professeur Elira, il y a eu des personnes qui ont été admises dans les centres de santé et qui sont décédées et qui ont été prélevées après leur décès, prélevées du Covid-19. Test positif, test négatif, ça pose problème, ça va dans tous les sens. Comment vous réagissez à ça? Bon, comme vous dites, je vous ai dit que c'est les critères de définition en cas d'épidémie d'une suspicion d'une infection liée à cette épidémie. Donc, par conséquent, les critères ont été bien définis. Malheureusement, parfois, on prêche par l'exagération, ce qui est normal. Nous, on préfère qu'un agent de santé exagère. Je préfère qu'il m'appelle à 4 heures du matin pour dire « Monsieur le professeur, telle personne est admise à ceci, cela », au lieu de garder la bouche telle qu'elle et qu'on s'en rende compte après qu'on avait un cas très suspect et que cela était contaminé les gens. Donc, par conséquent, ça, c'est un réflexe qui est normal. Évidemment, nous avons eu des cas très rares de décès qui sont survenus au niveau des structures sanitaires pour lesquelles le diagnostic est venu après. Et nos services ont pu, grâce aux interventions rapides, prélever tous les sujets contacts. Et nous avons déjà eu tous les résultats. Et les personnes qui ont été positives sont actuellement traitées et prises en charge. Donc, c'est ça aussi la riposte qu'elle doit être organisée. Parce que, vous comprenez, chez nous, nous ne sommes pas, je ne vais pas me comparer aux Européens, nous ne sommes pas égoïstes. Notre société, c'est une société qui est solidaire. Par conséquent, la solidarité familiale fait que nous allons trouver beaucoup de risques de propagation. D'où les mesures que M. le maire évoque, à juste titre, parce que ce sont des mesures qui font la spécificité de la population congolaise. Mais vous comprenez que les cas, tout cas actuellement de décès suspect, fait l'objet d'un prélèvement. Même en post-mortem, on prend l'écouvillon dans l'heure qui suit. C'est un écouvillon qu'on prend, on met dans la narine jusqu'au niveau de la gorge. Ça suffit pour détecter. Et le plus souvent, quand on a le diagnostic, on remonte la pente. Mais parmi ces cas décédés, il y a aussi beaucoup de cas qui sont malheureusement des vrais négatifs. Mais c'est pour ça, je dis que les structures sanitaires sont vraiment réellement interpellées pour que la surveillance épidémique soit renforcée. On doit gagner l'épidémie sur la surveillance épidémique qui est renforcée. Cette surveillance épidémique, ce n'est pas seulement les agents de santé, ça va dans les quartiers. Il faut former la communauté. La communauté doit participer à la détection des cas, mais pas à la stigmatisation. Parce que ce qui est important chez nous aussi, nous travaillons dans l'art de guérir. L'art de guérir, ce n'est pas à coup de publicité, ce n'est pas à coup de Facebook. Je crois que le plus important, l'art de guérir, nous avons des normes et que la population, c'est normal qu'on soit exigeant. Je suis d'accord.
Je suis d'accord et j'en reçois vraiment les critiques qui existent. On les reçoit. Et vous verrez, après la diffusion de votre émission, on en recevra encore. Mais nous apprenons par nos erreurs. Nous devons faire un effort pour faire que les erreurs ne soient pas importantes, pour ne pas pénaliser la population. Nous ferons le moins d'erreurs possible, mais nous ferons ce qui est scientifiquement prouvé. Dans le cadre de la prévention, beaucoup de pays préconisent le port de masques, surtout dans les endroits publics. Quelle est la position du Congo? Le comité des experts va se prononcer. J'y suis membre. Donc si nous sommes interpellés par le gouvernement sur le port du masque, à ce moment, nous interviendrons. À titre personnel, il y a des cibles de porteurs de masques qui existent. Monsieur le maire vous a dit tout à l'heure, est-ce qu'une maman qui vend de la viande au marché peut vendre de la viande la bouche ouverte? Est-ce qu'une maman qui vend de la viande au marché peut servir la viande sans porter des gants? Ce sont des questions qu'on pose. Quel type de masque faut-il pour le Congo? Doit-on en importer ou alors on peut être en mesure de fabriquer par nos tailleurs? On donne à chaque habitant, il a fabriqué 3 masques. Je prends un exemple. Le premier, il a porté. Quand il est sale, il le lave avec le savon. Ça détruit déjà le virus. Il le repasse avant de porter. Ça détruit encore pire le virus. Ce qui permet, pendant cette pause, d'utiliser les autres masques en réserve. Donc, le comité d'experts se prononcera en temps opportun, s'il vous plaît. Monsieur le maire, nous allons terminer cette émission. Monsieur le maire, quel est votre mot de conclusion? Il faudrait lancer un appel à l'endroit des populations de Brazzaville pour leur demander chacun d'observer les mesures prises par les autorités et surtout la question du confinement. Et malheureusement, nous observons qu'on est plus curieux à ne pas rester à la maison pour voir qui est dehors. Et lorsqu'on dit qui est dehors, tout le monde est dehors. Et avec les attestations de dérogation, de déplacement, tout le monde veut être dehors. Et qu'il n'est pas toujours délivré à tout celui qui vient ou à tous ceux qui viennent dans nos bureaux, que ce soit dans les arrondissements ou dans les commissariats de police, les attestations de dérogation, de déplacement. Parce que parfois, c'est sans cause valable. Et parce que quand quelqu'un a pris une attestation de dérogation pour se rendre au marché, il doit faire combien de temps au marché? Si quelqu'un dit qu'il va à la banque, il doit aller là-bas pour combien de temps? Et il y a des gens qui demandent même une dérogation, les responsables d'administration ou privés ou publics demandent des dérogations de tout un mois déjà. Mais c'est pour quoi faire? Donc c'est comme si on n'a pas compris l'enjeu de toutes les mesures qui sont prises par les autorités, tant nationales que locales. Et donc, mon message est de demander aux Brazzavillois de prendre vraiment la conscience nécessaire qu'il s'agit de nos vies qui sont exposées au virus qui a fait tant de ravages dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Et je suis heureux d'apprendre que jusqu'ici, nous n'avons que 5 décès. Et donc, le Congo tient bon face aux différentes mesures préventives qui sont prises. Il faudrait encourager le gouvernement de la République et toutes les autorités de ce qui se fait, épargnant notre Congo de la catastrophe. Professeur Alexis Elira de Kekias, vous avez l'honneur de conclure donc cette émission. Conclusion, c'est pour rappeler à nos compatriotes que nous sommes face à une pandémie qui existe. Ce n'est pas une fiction et elle nécessite à ce stade beaucoup de solidarité. Je crois qu'on doit ménager nos critiques, mais faire des critiques utiles et positives. Et je crois que les structures sanitaires du Congo sont des structures, comme vous le savez, d'un pays à ressources limitées, mais elles s'efforcent à faire le maximum. Et nous, les cadres qui sommes là, nous essayons de donner le maximum. Et je crois qu'il y a des cadres qui n'ont même plus 2 heures de sommeil sur 24. Et ces cadres sont en train de travailler.
Et je crois qu'en France, il y en a qui ont des journées, on sort pour les applaudir sous les fenêtres. Et j'aurais souhaité que la population nous accompagne. Merci, professeur Elira de Kekias. Merci, monsieur le maire Guy Marius Okana. Je rappelle que je recevais dans le cadre de cette émission Grand Dossier le professeur Alexis Elira de Kekias, président de la commission prise en charge des malades du Covid-19 et membre du comité des experts, et messieurs Guy Marius Okana, maire par intérim de la ville de Brazzaville pour la régulation des ventes sur les marchés domaniaux. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous dans votre confinement. Excellente soirée. Bonsoir chez vous.